Sunday Night Production. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode consacré à Manon Genet en collaboration avec NutriPure. Et on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, la nutrition. C'est parti! Derrière chaque victoire, il y a une histoire. Tous les vendredis du 3 au 24 mai, découvrez celle de Manon Genet, triathlète de haut niveau. Elle nous ouvre les portes de son univers et nous révèle ses meilleures stratégies pour surmonter tous les défis de la vie d'une athlète professionnelle. Bien-être mental, performance, parentalité, nutrition, plongez dans la vie sportive, là où la détermination rencontre la passion. Ce programme vous est proposé par NutriPure, qui s'engage à vous offrir le meilleur de la nutrition sportive. Activez votre potentiel aujourd'hui sans sacrifier votre santé de demain. Bonne écoute. Salut Manon, on se retrouve pour ce 4e et dernier épisode déjà. Je le disais, la nutrition, ça concerne absolument tout le monde. C'est hyper important dans le quotidien de bien se nourrir. Moi, j'aimerais bien, Manon, qu'on revienne un petit peu aussi à ta relation avec la nourriture, avec l'alimentation. Comment tu la décrirais tout au cours de ta carrière ? Changeante. Elle a été changeante. J'ai commencé le triathlon sans être professionnelle. J'avais une relation tout à fait normale et très saine à la nourriture. Quand je suis devenue professionnelle, j'ai vite compris que c'était quand même un aspect de la performance. Donc, il fallait que j'évolue sur cet aspect-là et surtout que je m'informe et que je l'optimise. Et cette recherche-là de performance à travers la nutrition, je l'ai faite à travers l'aide d'un professionnel qui a complètement métamorphosé pour le coup ma relation à l'alimentation, et je suis rentrée dans une relation à l'alimentation qui était malsaine. Donc ça a duré assez longtemps. Aujourd'hui, c'est réparé. Mais je pense que ça a eu ça a eu des répercussions assez importantes sur ma santé. C'est une mauvaise rencontre que tu as faite. Alors, je pense qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise rencontre. Il y a ce qu'on fait des rencontres. Mais là, en l'occurrence, ça a peut-être mis le doigt sur une faiblesse qui était là, qui était cachée en moi. Parce que si je n'avais pas eu cette faiblesse, je ne me serais certainement pas laissée embarquer sur le mauvais chemin. Donc, je me considère au moins 50% responsable de cette mauvaise rencontre. Mais ouais, dans les faits, ça a été une période très compliquée à gérer parce que l'alimentation, comme tu l'as très bien dit, c'est notre quotidien. Pour les sportifs, c'est peut-être la 4e discipline. Enfin, pardon, pour les triathlètes, c'est la 4e discipline. Et que c'est hyper important non seulement d'avoir les bons apports, mais aussi d'avoir une relation très saine à la nourriture. Tu dis j'avais cette faiblesse-là. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les épisodes précédents, mais tu viens de la gymnastique aussi, qui a un monde très particulier, que je connais bien aussi, où la nourriture peut avoir une place assez particulière ou ne pas trop avoir de place, même des fois. Ça, tu penses que ça a pu créer une fragilité aussi, ce premier lien avec le sport que tu as eu et en lien avec la nourriture, un peu peut-être spéciale ? Non, la gym a eu aucun impact sur ma relation à l'alimentation parce que j'ai eu beau en faire 10 ans à bon niveau, j'étais en sport-études, etc. J'ai jamais eu de sentiment de pas avoir le bon poids, ou on m'a jamais fait sentir que j'avais pas le bon poids. D'une part parce que il n'y avait pas lieu en fait. J'étais plutôt fine, menue, musculeuse, et c'était peut-être certainement le bon gabarit qu'il fallait pour la gym. Non, je pense que ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est que quand on arrive à une recherche de performance, on a aussi des modèles qui sont là. Et dans le sport d'endurance, on a quand même des corps qui sont assez particuliers, qui sont très secs, très musculeux, voire noueux. Et que quand on a cette image-là d'ultra-performance qui se lit sur le corps, mais qui est en fait aussi le fruit de longues années de pratique, que je n'avais pas au moment où j'ai commencé le triathlon professionnel, j'avais cette exigence envers moi où je voulais tout de suite. Plutôt que laisser le temps à mon corps de se façonner avec l'entraînement, je voulais que ce soit beaucoup plus immédiat. Et je pense que c'était plus qu'un problème à la nourriture, c'était peut-être un problème à mon image, un rapport à l'image. À quel moment tu as senti que tu allais vers quelque chose de malsain ? Je l'ai senti quand j'ai commencé à me blesser beaucoup et à voir le contenu de mon assiette comme un sujet de profonde angoisse. Un bol de riz, pour moi, c'était je vais grossir. Mais c'était pas parce que je le voulais, c'est vraiment parce qu'on m'avait inculqué ça, malheureusement, à travers ce suivi
nutritionnelle qui m'avait fait vite comprendre qu'en fait, manger des glucides égale grossir, quoi. C'était, alors que bon, les glucides, on le sait, on le verra, mais c'est le carburant premier, et surtout en sport d'endurance. Mais ça a été ça, quand j'ai compris qu'en fait, ce que j'avais dans mon assiette était devenu une source d'angoisse et de mal-être. Marie, ça te parle ? Ce que raconte Manon, c'est quelque chose que tu as pu observer chez d'autres athlètes sportifs ? Oui, honnêtement, le discours qu'a Manon, c'est des choses que j'entends régulièrement en consultation avec d'athlètes de haut niveau, et ça pour le sport d'endurance, mais aussi les sports de force, les sports plus esthétiques comme la gymnastique. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui se duplique à malheureusement beaucoup de monde et qui est très fréquent. Il y a beaucoup d'idées reçues et de fausses croyances qui malheureusement peuvent être véhiculées par des professionnels de santé aussi. Fausse croyance, c'est vrai que je crois que du coup il y avait un petit problème de sous-alimentation, très clairement. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, moi le principe de mon alimentation c'était clairement c'était de la sous-alimentation. J'ai été restreinte drastiquement sur tous mes repas quasiment du jour au lendemain. Donc le contenu n'était pas forcément plus qualitatif parce que il n'y a pas grand changement à ma base, mais par contre les quantités étaient drastiquement restreintes. Ouais. Ça, Marie, très clairement, c'est des grands mythes qui existent encore dans l'alimentation sportive, de réduire ce genre de choses. Comment faire pour les déconstruire et qu'est-ce qu'une bonne alimentation quand on est sportif ? Déjà, c'est important pour moi d'être à son poids de forme. Le poids de forme, pour le définir, c'est le poids auquel on se sent le mieux et là où on récupère le mieux. Donc c'est aux sportifs de l'identifier. Il ne faut en aucun cas imposer un poids à un athlète. Et surtout, moi, j'aime bien présenter le poids comme une finalité, comme le résultat de l'addition. Ce qui importe chez un sportif, c'est de savoir qu'est-ce qui compose cette addition entre sa masse grasse, sa masse maigre, mais d'optimiser toujours en fait le ratio poids-puissance. Du coup, j'en ai oublié, pardon, la question, c'était qu'est-ce qu'une bonne alimentation ? Oui, donc pardon, j'ai un peu dévié sur la compo corporelle, mais du coup, pas de problème. Une bonne alimentation, effectivement, la qualité, globalement, on va retrouver des piliers fondamentaux dont on parlait, notamment des glucides qui vont être vraiment le premier carburant et l'apport énergétique en fait chez le sportif. Donc, on va faire en sorte d'avoir suffisamment d'apport en lien avec toujours cette dépense énergétique et un équilibre alimentaire qui est vraiment respecté. Mais ce qui, je pense, va différer, c'est l'aspect quantitatif d'un sportif à un autre en fonction de son sport. Là, sur de la longue distance, c'est inévitable que les apports ils vont être conséquents. Et s'il y a un but parfois d'affûtage, on va plus parler de déficit calorique que de restriction calorique. La restriction, de suite, on rentre dans un process qui est très strict, très sévère et qui est dur pour le corps. Et c'est la nuance du léger déficit où, pour le coup, c'est beaucoup plus adapté. On parlait de poids de forme, je crois que Manon, c'est exactement ce qui s'est passé. Toi, tu as dit, mon poids de forme, c'est ça. Et on t'a dit, non, tu vas arriver à ça. Exactement. Ouais, ça a été peut-être la première chose qui aurait dû m'alerter au final. Moi, j'ai donné mon poids de forme qui était déjà le poids de forme que je réussissais à atteindre en plein été, en pleine période de course, et où j'étais déjà menue. Et cette professionnelle m'a dit, on va aller chercher 2 kilos en dessous. Et ma première réaction, ça a été, non, mais c'est pas possible, en fait. Si je vais 2 kilos en dessous, je vais perdre un os ou... Non, tu verras. Et c'est vrai qu'avec la maigre expérience que j'avais, j'ai fait confiance. Malheureusement. Et le problème, c'est que quand on nous inculque ce genre de choses, ça devient presque un objectif, en fait. Ça devient une obsession, mais c'est au détriment de la performance. Alors qu'en fait, ce que je cherche à travers l'alimentation, c'était optimiser ma performance. C'était pas être plus maigre que ce que je n'étais. S'il fallait que je prenne au contraire 1 kilo, mais en changeant ce ratio masse grasse, masse musculaire, moi, je m'en fichais du poids sur la balance. Pour moi, le poids sur la balance, c'est complètement anecdotique. Il y a aussi la masse osseuse qu'on oublie souvent, mais on n'a pas tous la même masse osseuse. Donc, en fait, un poids, c'est juste un chiffre qui n'a pas de sens. En fait, qu'on ne peut pas comparer entre les gens.
Non, surtout que pour 2 poids identiques, on peut avoir 2 silhouettes complètement différentes. Complètement différentes, ouais. Donc, Oui, justement, j'allais te poser la question. C'est vrai que le poids, c'est un poids sur la balance. Le poids de forme aussi, ça peut être un peu abstrait des fois pour certains athlètes il y en a certains, j'imagine aussi, qui ne connaissent pas peut-être leur poids de forme. ouais. Comment s'en sortir là-dedans pour essayer de trouver quelque chose qui nous convient et qui convient à la pratique sportive qu'on a? Après, il y a la partie théorique, on peut toujours calculer, etc. Mais je pense que c'est bien de s'écouter et de faire en fonction du ressenti. L'indicateur, comme je le disais, le poids de forme, c'est le poids auquel on se sent le mieux, là où on récupère le mieux, donc là où on ne se blesse pas, là où on ne tombe pas malade, là où on sent qu'on a un bon niveau d'énergie et où on se sent fort, puissant. Donc c'est vraiment aux sportifs de suivre un peu ces indicateurs et de noter. Moi, souvent, je leur demande d'avoir un petit carnet, noter le niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10, la récupération. Enfin, tout ça, c'est des facteurs qui vont permettre d'estimer ou non si on est proche de ce poids de forme. Après, l'athlète, il se connaît. Il sait qu'il va varier ou osciller au fur et à mesure de la saison, mais il va plus ou moins avoir un point en tête sur lequel il se sent bien. Donc en fait, il y a vraiment une base, on va dire, de l'alimentation saine et équilibrée. Et après, cette phase d'adaptation et de personnalisation à chaque athlète, finalement, qui est hyper importante, et le fait de s'écouter aussi, et de comprendre ses sensations. Oui, et surtout que ce qui est important aussi de prendre en considération, c'est que la masse musculaire, elle est très coûteuse en poids sur la balance. Donc, comme on le disait, pour 2 poids identiques, on peut avoir 2 silhouettes complètement différentes. Mais du coup, on peut très bien gagner en masse musculaire et avoir plus de force, de forme et de performance en ayant un poids un peu légèrement plus haut que d'habitude. Toi, Manon, quelles ressources tu as mis en place pour justement retrouver un équilibre à ce niveau-là? Mon suivi, il a duré 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, je me suis restreinte de manière très importante. J'ai mis un terme ensuite à cette relation-là. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je remette un peu plus de nourriture dans mon assiette. Ce qui a été très difficile à ce moment-là, c'est qu'en fait, le corps a surréagi. J'avais été en restriction pendant très longtemps. Donc en fait, mon corps s'est mis à stocker. J'ai stocké. Donc, en fait, je comprenais pas parce que je mangeais pas beaucoup plus. Mais au final, la réponse de mon corps était que, il avait eu faim. Donc, il fallait qu'il refasse des réserves. Donc, en fait, c'était très compliqué pour moi parce que je me voyais regrossir. Donc, ça a été une période assez compliquée. Donc du coup, je me suis restreinte à nouveau. Et ensuite, j'ai enchaîné des grosses périodes de blessures. Ça reste des grosses périodes longues dans le temps parce que j'enchaîne plein de petites blessures. C'est pas des blessures qui vont m'arrêter, mais ça reste des petites blessures qui sont handicapantes. Et là où j'ai commencé à vraiment sentir que ça déraillait complètement, ça a été les dérèglements hormonaux. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais l'alimentation entre une femme et un homme, ça reste encore un sujet à part. C'est différent. C'est vraiment l'alimentation, pour moi, on doit vraiment l'adapter à l'individualité. Donc énormément de dérèglements hormonaux qui ont été un peu particuliers parce que je restais une femme et que je me sentais presque plus femme parfois. Et quand j'ai jamais vraiment réussi à me sortir de cet état-là de restriction, de rapport très malsain à l'assiette, jusqu'à ce que je craque, que je fasse un burn-out, où là, je me suis rendu compte que entre les problématiques de charge mentale que j'avais liées à mon sport, à mon activité professionnelle, et les contraintes que je m'étais imposées d'un point de vue alimentaire, ont fait que j'ai pas tenu, que j'ai craqué, j'ai fait un burn-out. Et c'est à ce moment-là que ça a été un peu l'opportunité de faire un reset et de remettre les choses à plat. Mais ça se fait pas comme ça. Enfin, si on n'arrive pas à être accompagné, si on n'arrive pas à faire cette démarche personnelle de je fais table rase de tout ce à quoi j'ai pu être pas sujette, mais tout ce qu'on a pu m'inculquer en fait. Si on fait pas table rase comme ça, c'est quasiment impossible de se rendre compte de l'impact que peut avoir ce genre de régime sur la santé mentale et sur la performance physique. Tu l'expliquais dans l'épisode numéro 2, cet épisode de Burnout. J'encourage les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode 2 du coup à aller l'écouter. Marie, on le disait, il y a des signaux aussi qui ne trompent pas quand l'alimentation n'est pas bonne ou quand il y a une sous-alimentation. Quels sont-ils et comment les reconnaître ?
Effectivement, tu parlais du déséquilibre hormonal. Déjà, une sportive qui est aménorrhée, par définition, c'est que l'apport énergétique il est insuffisant. La partie lipide qui induit toutes les sécrétions hormonales, ça montre aussi que l'apport n'est pas suffisant. Donc, déjà, c'est un facteur. Le cycle menstruel, s'il est régulier, il fonctionne bien, c'est un signe de bonne santé. Donc, je pense que c'est le premier point de vigilance à avoir en tête. En parallèle, on a effectivement le côté blessure. Là, tu disais que tu enchaînais un petit peu sur cette période, du coup, les blessures. Là aussi, c'est des signaux que l'apport énergétique ne répond pas aux besoins de l'organisme et qu'il y a un déficit, en l'occurrence, une restriction qui se fait. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as réussi quand même à identifier et à prendre conscience aussi, malgré tout avec du temps, mais il y en a beaucoup qui, des fois, passent au travers et n'arrivent pas forcément à réaliser le déficit qu'il y a ou la problématique. Donc, je pense que la première chose, c'est de le conscientiser et de s'en rendre compte. Mais après, si je peux me permettre, mais avant de partir dans des signaux qui sont quand même extrêmement forts, les dérèglements hormonaux, les blessures, on est déjà loin. Oui. Pour moi, les premiers signes, c'est l'irritabilité, la fatigue, le trouble du sommeil, toutes ces petites choses qui font qu'en fait, notre corps, il se déséquilibre petit à petit. Ce rapport un peu à l'alimentation où parfois on a des espèces de pulsions, d'envie. En fait, c'est comme si notre corps nous envoyait plein de signaux en nous disant je suis en manque. Je suis en manque, il me faut du gras, il me faut du sucre, et ces espèces de pulsions. Alors que quand on répond à ces besoins de manière quotidienne à travers le bon choix d'aliments, on n'a pas ces pulsions. Elles n'existent pas en fait. La pulsion est un signe de manque. Pour moi, c'est l'un des premiers signes, mais après... Oui, je suis d'accord. J'ai poussé un peu, je pense, loin. Le curseur encore plus loin. À l'extrême. Mais c'est certain qu'au cas par cas, si au quotidien, il y a des déséquilibres, ça va impacter les prises alimentaires. Donc, c'est déjà le fait qu'il y ait une mauvaise récupération, qu'il y ait peut-être des troubles du sommeil ou de l'irritabilité, comme tu le disais. Ça, c'est... Baisse des performances. Oui, clairement. C'est des choses qui peuvent passer un peu plus inaperçues aussi. Totalement. Donc, c'est vrai on ne sait pas à quoi les attribuer souvent. Baisse de performance, on se dit j'étais fatiguée, c'est normal, j'ai mal dormi, c'est normal, je me suis fâchée avec mon ami, mon conjoint. Et en fait, parfois, on saute d'un sujet à l'autre sans se rendre compte qu'en fait, il y a peut-être juste un rapport à l'alimentation qui a besoin d'être rééquilibré et qui est en fait une question qu'on se pose 3 fois par jour, minimum. Tout à fait. D'ailleurs, je rebondis aussi sur quelque chose que tu disais, Manon. Tu disais qu'entre les hommes et les femmes, il y avait quand même des différences, peut-être une alimentation aussi différente. Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte différentes quand on est une femme, par exemple, dans l'alimentation ? C'est certain que le métabolisme, il va différer entre un homme et une femme. On va inévitablement considérer déjà son poids, sa taille, son âge et son niveau d'activité physique. Donc ça, déjà, la formule théorique du calcul du métabolisme de base, elle est vraiment différente entre un homme et une femme. Et c'est vrai que là où c'est intéressant, c'est en fonction du cycle menstruel, on peut vraiment adapter l'alimentation par rapport au cycle de la femme. Donc il y a des besoins effectivement déjà en fer qui vont être différents. L'aspect lipide, comme je le disais, qui intervient dans beaucoup de synthèse hormonale, qui va être aussi parfois plus important pour la femme. Enfin, c'est toutes ces petites choses qui, cumulées, vont permettre à terme d'optimiser les performances et d'avoir un cycle qui est régulier. Mais l'apport énergétique, oui, ça va varier en fonction aussi de l'objectif de l'athlète. Moi, j'ai une question forcément aussi, parce qu'on parle de tout ça, de toutes ces choses potentiellement à prendre en compte, mais on peut vite se perdre. Disons les choses quand même clairement. Ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte, les glucides, les lipides, les machins, les trucs. C'est vrai que c'est un métier. C'est pas évident. Toi, quels sont déjà peut-être tes conseils vraiment basiques pour déjà partir sur le bon pied? Je dirais l'assiette sportive. Déjà, si on veut la respecter, on serait à peu près sur du 1 tiers légumes, 1 tiers protéines, 1 tiers féculents. Donc autant de légumes que de protéines, que de féculents. La règle d'or, c'est d'être à l'écoute des sensations alimentaires. Donc écouter la faim, s'arrêter à satiété, prendre le temps de manger et d'apprendre à se connaître. Après, de choisir des aliments de qualité, donc des IG plutôt bas, suffisamment de protéines sur la journée pour optimiser la récupération musculaire.
et d'adapter en fait aussi les prises alimentaires en fonction de l'entraînement. C'est-à-dire d'avoir vraiment cette notion d'apporter au corps ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Donc avant un effort, on va miser plutôt sur des glucides, ça peut être compote, fruits, flocons d'avoine, ce genre de choses. Et après, on scinde plutôt protéines et glucides pour l'aspect récup musculaire et énergétique. C'est déjà un petit peu plus clair pour moi qui suis néophyte. Hein. Manon, toi, t'en es où aujourd'hui? C'est quoi ton lien, ta relation maintenant à la nutrition? Je suis revenue à mes débuts. J'ai une relation super saine à l'alimentation, un petit peu plus de connaissances, donc des assiettes beaucoup plus structurées et beaucoup plus en adéquation avec ce dont j'ai besoin. Étrangement, mon rapport à la quantité qu'il y a dans l'assiette a énormément évolué, c'est-à-dire que quand j'ai faim, je mange, et quand j'ai moins faim, je mange moins. Il y a plus en fait, c'est bête à dire, hein. On parle de choses qui sont quand même assez élémentaires, mais quand on arrive à des niveaux d'entraînement qui sont énormes, souvent on a une relation à l'alimentation qui est un peu perturbée aussi. Moi aujourd'hui ma relation je la qualifierais de vraiment saine, mais voilà, je suis vraiment passée par des phases compliquées et un gros travail que j'ai dû faire après sur moi pour retrouver un petit peu cette relation, et je suis passée par des moments où j'ai pris beaucoup de poids, ou parce qu'il fallait refaire des réserves, il fallait que je me réaccepte, il fallait que j'aide à cicatriser toutes les blessures que j'avais infligées à mon corps pendant ces années de carence, quoi. Et maintenant, parce qu'il y a quand même une petite spécificité. Tu attends quand même des jumeaux ou des jumelles. Est-ce que ton alimentation aussi, tu l'as modifiée maintenant que tu es enceinte? Alors, modifier, non. Adapter, oui. Déjà parce que quand on est enceinte, on passe par des périodes où c'est plus difficile de manger, où on a des envies un peu particulières, où j'ai quand même des envies de cassoulet très importantes au beau milieu de la nuit. C'est original. Donc on a fait les réserves de cassoulet dans le placard. D'habitude c'est les fraises, moi c'est moins moi c'est plus riche. C'est bien. Donc moi je me suis dit cette grossesse là faut la vivre normalement. Si mon corps il m'indique ça, c'est qu'il a besoin de ça. Après j'essaie de faire super attention, pas de prendre de grosses charges de sucre dans la journée, d'avoir une alimentation super équilibrée, beaucoup de fibres aussi. En fait, je retrouve l'alimentation que j'ai quand je suis en pleine saison sportive. C'est exactement la même composition des assiettes, si ce n'est que j'ai énormément complémenté avec du fer, des oméga 3, de l'iode et de la vitamine C. Et vitamine D. Voilà, donc tout ça, je les prends, je les ai pris et ça me suit vraiment depuis ces 7 mois de grossesse. C'est un peu les seules adaptations que j'ai faites. Le reste, c'est vraiment être toujours à l'écoute de ce dont j'ai besoin et pas faire d'excès. Marie, je me retourne vers l'experte. Oui. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des choses à surtout pas faire quand on est enceinte et qu'on veut aussi peut-être maintenir une activité phisique, ce qui est le cas de Manon, et pour aussi le postpartum derrière? Bien sûr. La grossesse, c'est une période où on entend des fois, et même moi dans le cadre de mes consultations, où certaines femmes pensent qu'il s'agit de manger 2 fois plus. En réalité, ce que je leur dis, c'est qu'il faut manger 2 fois mieux, mais plutôt de rester sur un équilibre alimentaire comme tu le fais du coup très bien. Et c'est vrai que les spécificités, elles vont être sur l'aspect micronutritionnel. Donc c'est vrai que les besoins en fer, notamment au 3e trimestre, donc ils sont multipliés par 3. Mais la nature, elle est quand même très bien faite parce que l'absorption au niveau intestinal, elle est multipliée par 9 à ce moment-là. Donc finalement, au cas par cas, et c'est vrai que dans le cas des grossesses gémellaires, il y a nécessairement des supplémentations qui sont mises en place. Mais en fonction de l'alimentation de la femme, c'est pas toujours un indispensable, ça dépend vraiment du profil. Donc après, effectivement, il y a le calcium, il y a la vitamine D, il y a l'iode, il y a la vitamine B9 aussi, je pense que tu as dû en avoir peut-être au début. Oui, au début, oui. Voilà. Tout ça, c'est des adaptations qui sont primordiales et nécessaires. Mais après, ça reste quand même les grandes lignes de l'équilibre alimentaire qu'on retrouve globalement dans cette période-là. Il y a vraiment des spécificités pour les grossesses gémellaires ? Les besoins sont quand même
différent, c'est-à-dire que l'anémie, par exemple, chez une femme enceinte, ça touche 20% des grossesses, et c'est d'autant plus marqué dans le cas d'une grossesse gémellaire. D'accord. C'est plus le côté supplémentation, où généralement on va pas y échapper dans le cas d'une grossesse gémellaire. Alors que... le corps est bien fait, tout va au bébé en fait. On est vraiment la dernière roue du carrosse en tant que maman. Donc si on a envie de rester opérationnel, il faut effectivement passer par cette complémentation, parce que sinon on lègue tout au bébé et nous on fonctionne plus avec grand chose, quoi. On parlait dans l'épisode précédent aussi de l'entourage, de trouver quelqu'un qui peut nous aider, très clairement. C'est vrai que on peut voir à travers ton expérience que faire une rencontre, je vais pas dire mauvaise, parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise rencontre, mais en tout cas faire une rencontre qui n'est pas forcément fortuite, ça peut entraîner malheureusement derrière de nombreux problèmes. Est-ce qu'il est important, est-ce que toi tu conseilles aussi de se faire suivre en tant que sportif de haut niveau, et même plus globalement avec une pratique sportive moindre ? Pour les sportifs de haut niveau, oui, je pense que c'est important. C'est pas forcément essentiel, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à avoir une relation très saine à l'alimentation directement, et voilà, je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin d'être interventionniste sur tous les sujets. Dans l'optimisation de la performance, ça reste quand même quelque chose d'important. Après, je pense qu'il y a eu des modes en fait. Il y a quelques années, quand moi j'ai fait ce régime-là, que je qualifie de régime, il y avait une très grosse influence des régimes à restriction glucidique, voire cétogène, qui commençaient à apparaître. Et on a vu énormément de professionnels conseiller leurs athlètes de réduire les glucides. Je pense que tu nous expliqueras comment ça fonctionne, mais l'idée de base de ce nutritionniste auquel j'ai eu affaire, c'était que réduire les glucides au quotidien et à l'effort allait habituer mon corps à puiser dans les lipides et non pas dans les sucres. Et donc du coup, sur des efforts de très longue distance, ne pas me rendre dépendante des sucres pour maintenir mon effort. Seulement, je ne sais pas si la théorie est bonne, mais dans les faits, en fait, on s'épuise littéralement. Et en plus de ça, moi, la particularité qu'il y avait dans ce suivi-là, c'était que non seulement on m'avait réduit mes glucides, mais on m'avait aussi réduit mes lipides. Et j'avais quasiment plus de lipides. Donc en fait, je ne vois pas trop avec quoi je fonctionnais. Encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait. Mais la base de cette théorie, c'était ça. C'était habituer le corps à fonctionner sur le gras, qui est une ressource quasi inépuisable dans le corps. Je pense qu'aujourd'hui, les recherches ont énormément évolué, et aujourd'hui, on tend même plus à encourager les athlètes à faire presque de la surcharge glucidique. Et on voit des niveaux de consommation glucidique qui sont à 120, 150 grammes par heure, c'est pratiquement difficile pour l'intestin de digérer autant de glucides. Donc en fait, on est dans des espèces de courants. Et souvent, on se retrouve face à des professionnels qui utilisent juste la théorie et qui ne l'adaptent pas assez à l'individualité. Enfin, je dis souvent, non, c'est juste que c'est mon cas qui me fait dire ça. Mais il existe des professionnels comme ça. Et qu'il faut faire attention à tous ces courants qui sont très extrémistes, en fait. Marie, tu es d'accord ? C'est quelque chose que tu as pu observer, ou c'est... Je suis d'accord qu'il y a le côté tendance et l'effet de mode. Il faut vraiment s'en méfier, parce que... On peut avoir notamment la diète cétogène qui était en vogue pendant longtemps, mais qui à l'heure actuelle est quand même assez décriée et remise en question. En fait, pour répondre à ce que tu disais, c'est la théorie. Donc on estime qu'effectivement on utiliserait plus de lipides sur de la longue distance. Sauf qu'en réalité, les filières énergétiques, on consomme autant de glucides que de lipides, voire même en priorité les stocks de glucides, donc le glycogène qu'on retrouve au niveau musculaire. On peut l'épuiser en 1h30, et mine de rien, sur la longue distance, c'est un apport énergétique qui va être hyper important, et c'est ce qui fait la différence en fait à l'effort. Toute l'alimentation et l'hydratation qu'il y aura pendant la compétition, c'est le carburant. C'est au même titre, souvent ce que je dis, c'est au même titre qu'on mettrait de l'essence dans une voiture. On apporte des glucides qui est vraiment le carburant, le substrat énergétique. Donc il faut, je pense, bien se renseigner, parce qu'il y a beaucoup d'infos. On entend un peu tout et son contraire, et ça évolue en permanence. Et moi, je le dis, ce que je dis aujourd'hui pourra être faux demain. Et c'est ça aussi qui est bien avec ce domaine, c'est que voilà, il y a toujours de nouvelles recherches.
Par contre, gardez en tête que neurones et globules rouges sont glucodépendants, donc le glucose c'est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, et pas tomber dans un extrême. Après voilà, les surcharges glucidiques hyper intéressants, qui font vraiment leur preuve avant une compétition pour faire le plein d'essence, saturer les réserves d'énergie, surtout dans des sports comme le tien en fait. Après c'est sûr que voilà, en fonction du profil de l'athlète, on adapte. Faire du sur-mesure. Tu le disais aussi, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une alimentation hors compétition et une alimentation compétition ? Tu t'adresses à Manon, toi. En tout cas, est-ce que maintenant tu adaptes ton alimentation en fonction des périodes de ton entraînement, et le jour de la compétition, tu vas faire différemment ? Oui et non. Oui, parce que l'alimentation au quotidien, elle va englober plein de choses, dont les fibres, dont je vais me défaire complètement à l'approche d'une compétition. Donc ça va faire partie des choses qui vont complètement changer entre un jour de compétition et l'entraînement au quotidien. Et en même temps, non, puisque ce à quoi mon corps est habitué, et je dis mon, mais je parle pour tout le monde, ce à quoi mon corps est habitué, c'est comme ça qu'il fonctionne bien à l'entraînement. Donc c'est aussi ce qu'il faut qu'il retrouve proche de la compétition. Donc ça sert à rien en fait de métamorphoser complètement le contenu de son assiette, les quantités, etc. Parce qu'en fait, à part perturber l'organisme, je vais rien faire de bien. Donc c'est juste garder ce même équilibre et adapter pour ne pas avoir les effets néfastes de certains aliments sur le corps. Je pense moi aux fibres, mais il y en a peut-être d'autres. Toi, Marie, d'un point de vue experte, oui, effectivement, est-ce qu'il y a des choses à adapter un petit peu, idéalement ? Ouais, je pense, comme tu l'as dit, c'est hyper intéressant et primordial de tout tester à l'entraînement. Ça, c'est la règle d'or. Donc, d'avoir en tête déjà sa routine alimentaire, mais par contre, d'avoir une vigilance sur effectivement la partie fibreuse de l'alimentation, puisque les fibres, on n'est pas en mesure de les digérer. Elles viennent tout simplement fermenter au niveau du côlon, et très à risque sur la course à pied, puisque avec les impacts, voilà, à l'effort, on a le tube digestif qui est au repos. Donc, souvent, la première cause d'abandon en compétition, c'est les troubles digestifs. Donc, c'est vrai que la partie fibreuse, elle est vraiment réduite. La répartition, elle peut quand même changer et tendre du coup vers une alimentation qui est ce qu'on appelle hyperglucidique. Les graisses sont plus lentes à digérer, donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance à les diminuer. Je pense notamment aux oléagineux, noix, amandes, qui sont riches en fibres aussi. Après, tout ce qui va être acidifiant pour le corps, excitant, fibreux, gras transformé, c'est des choses qu'on va effectivement réduire à l'approche d'une compétition. Mais là encore, ça dépend des habitudes du sportif. Moi, j'ai des athlètes qui tolèrent très bien les fibres, mais après, en théorie, voilà, on essaie quand même de prévenir et d'anticiper sur ce point-là. Ce que je retiens de ce que vous dites tous les deux, c'est qu'en fait, il faut apprendre vraiment à se connaître. Ouais. C'est vraiment la base de tout. Ouais, totalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que les meilleurs professionnels sont ceux qui mettent la théorie au service de l'expérience, et non pas qui appliquent une théorie sur n'importe quel individu sans tenir compte de l'individualité, des spécificités de chacun. Pour conclure un peu ce dernier épisode, toi, tes conseils, on va dire, Manon, avec ton expérience et j'aime bien, on le dit à chaque fois, mais maintenant ce recul, cette prise de hauteur que tu as de ces années à haut niveau, et même personnellement, que tu donnerais aux gens qui écoutent cet épisode pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête et dans son assiette. Tu l'as très bien dit. Je pense que la première chose, c'est apprendre à savoir qui on est, comment on fonctionne, donc à s'écouter, et surtout s'il y a le moindre sujet qui génère une sensation d'inconfort, si on a affaire à des discours qui peuvent nous mettre mal à l'aise, parce que jugeants, parce que nous orientons vers une direction dans laquelle on n'est pas prêt à aller, il faut savoir s'écouter avant tout. C'est pas grave, en fait, c'est normal d'évoluer, mais il y a des gens chez qui ça prend du temps. Il y a des fois, il faut passer par certaines étapes. Les discours sont pas tous mauvais, mais parfois on n'est pas prêt à les écouter. Donc toujours repartir de soi et se dire est-ce que ça c'est pour moi, est-ce que ça c'est pas pour moi, est-ce que je suis prêt à le faire, est-ce que je suis pas prêt à le faire, est-ce que ça a une influence mauvaise, néfaste sur mon intégrité. Je pense que c'est vraiment le conseil premier que j'ai envie de donner aux gens, parce que quand on est sur un sujet qu'on maîtrise pas assez, ce qui a été mon cas, on a vraiment tendance à écouter n'importe quel avis ou
ou peut-être le mauvais avis, ou celui qui va répondre à une espèce d'urgence qui n'est en fait pas la problématique principale. Et il faut avoir conscience de ces aspects-là. Quelle est l'urgence du moment? Est-ce que c'est l'affûtage? Est-ce que c'est ma relation à mon image? Est-ce que c'est la performance? Et savoir se poser ces questions-là pour justement avoir cette prise de recul et se dire ça j'accepte, ça je n'accepte pas. Marie, d'un point de vue plus professionnel cette fois-ci, toi, quels sont tes conseils pour les personnes qui souhaiteraient aller vers, déjà de 1, se sentir bien, et de 2, aller vers la performance? Je pense, comme on le disait tout à l'heure, la règle d'or, tout tester à l'entraînement, donc se faire aussi sa propre expérience, de toujours écouter ces fameuses sensations alimentaires et d'arriver à déceler des signaux d'alerte s'il y a des blessures à répétition, s'il y a de la fatigue, si effectivement la performance n'est pas optimisée, de faire en sorte d'être accompagné par les bonnes personnes pour avoir des résultats concrets, mais voilà, d'avoir un bon entourage et de faire en sorte que la performance puisse être optimisée. Et ne pas hésiter à se faire accompagner, effectivement, potentiellement. Oui, je renvoie la balle. C'est important. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour tous ces enseignements, tous ces conseils. Et merci beaucoup, Manon, de nous avoir partagé un petit peu de ta vie et un petit peu les coulisses, finalement, de ce qui se passe dans le quotidien et dans l'intimité d'une sportive de haut niveau. C'était plein d'enseignements et je suis sûre que tout le monde on aura appris, en tout cas là sur ces 4 épisodes, je l'espère, je n'en doute absolument pas. Et voilà, merci pour cette générosité. Et merci Marie pour ton œil d'experte. Merci à toi. Merci à toutes les deux. Et cette série de 4 épisodes se finit maintenant. Je vous remercie de les avoir écoutés et je vous dis à bientôt.